Le Orlando Magic va très très bien pendant que Tom Servino me braille dans les oreilles. Donc si tu regardes en replay, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est pas grave. On va quand même parler de Paolo Banchero, on va parler de ses coéquipiers. Il se passe beaucoup de bonnes choses. On va même parler de Jevon Carter. On va être obligé de parler de Jevon Carter. Et en très très positif. C'est la bonne passe de cette bonne équipe de la conférence Est. On en attendait beaucoup en début de saison. On a été déçus, il faut le dire. Mais ce qui est bien, c'est comme la Ligue 1. T'enchaînes des victoires, tu te replaces assez facilement. Ils sont à 7 victoires consécutives. Ils jouent ce lundi soir, le Magic d'Orlando. On en reparlera. Mais Erwan, donc, bonne passe pour Banchero et pour ses coéquipiers du Magic. Comme par hasard, Paolo Banchero qui retrouve un petit peu des repères. On va quand même rentrer dans le détail parce que je trouve que ce qui se passe cette saison autour de Banchero, le fond qu'il a pu toucher, comme il revient aujourd'hui, mais par rapport à ce qu'il était l'année dernière, ça peut en dire pas mal de choses sur la suite. Mais oui, cette équipe du Magic était l'une des attractions du début de saison. Eh ben, elle a ramé. Là, elle semble avoir trouvé un rythme de croisière, en tout cas enchaîner des victoires et au meilleur des moments, recoller un petit peu au haut de la conférence Est et pourquoi pas espérer un avantage du terrain au premier tour des playoffs, quand on voit notamment les Cavs qui, eux, sont en train de couler un petit peu. Et on a vu une opposition entre les deux. Et c'est Orlando qui en est sorti vainqueur. Alors, tu parles de l'avantage du terrain. On y va tout de suite. Donc, ils sont 5e de la conférence Est. Bilan de 38 victoires pour 28 défaites. Donc, ils sont à 2 matchs des Cavs qui enchaînent les contre-perfs. Ils sont à 5 victoires, 5 défaites sur les 10 derniers matchs. 7 victoires d'affilée, 8-2 sur les 10 derniers matchs pour le Magic. Des matchs plutôt références. Des matchs aussi où ils sont fait peur. Je pense au match face à Washington avec un Bilal exceptionnel qui a marqué tous ses paniers dans le money time avec la planche, mais ça compte quand même et ça leur a permis d'aller en prolongation. Orlando va très très bien. Contre Cleveland, ils se font peur aussi, ils sont à plus 14. Oui, mais à 4 minutes de la fin. C'est un gros match. C'est un gros match. Mais contre Washington, c'était quand même étonnant. Le match, il avait en main. C'est vrai. En revanche, contre Miami, alors oui, Miami aussi fait un petit push, mais il domine clairement. Donc Orlando va bien. On a l'impression qu'ils sont retrouvés autour d'une défense. De toute manière, ce sera déjà, toujours le premier truc de Jamal Mosley, ce sera toujours la défense. Mais on sent aussi un petit peu d'attaque. Sur quoi tu veux commencer? Il y a beaucoup de choses à raconter. Déjà collectivement, peut-être, bien sûr. Ils se sont retrouvés défensivement. Tu l'as dit. On va commencer par ça. Aujourd'hui, c'est la 10e attaque NBA. C'est le grand minima pour cette équipe-là qui s'est construit par la défense. Depuis 15 matchs, ils sont 6e défense NBA. Donc ça montre bien qu'avant, ils étaient sortis du top 10. Et quand on est une équipe coachée par Jamal Mosley, qu'on s'est construit comme ça, que les premières briques ont été d'abord défensives, tu es obligé d'avoir des minima défensifs qu'ils n'avaient plus. Alors peut-être que l'éclosion offensive de certains joueurs, on peut penser à Anthony Black, on peut penser à des blessures aussi qui font que... Bien sûr, toujours. Certes, mais... Il faut d'abord, et on le voit chaque année, quand les équipes qui sont attendues ne vont pas bien, quand elles se remettent à gagner, ça part par la défense. Et comme par hasard, quand tu te remets à défendre les fondamentaux, en attaque, ça va forcément un petit peu mieux. Après, en attaque, je trouve que Jalen Suggs leur fait énormément de bien depuis qu'il s'est rasé la tête et depuis qu'il est revenu de blessure, surtout. Oui. Est-ce que les deux sont corrélés? C'est comme les boucles d'oreilles de Jérôme Rotten, tu te souviens à l'époque. Et alors, il est toujours parfois un peu foufou. C'est pas un meneur de jeu classique, mais il est quand même dans ce truc-là de mettre des choses en place, de mettre beaucoup de rythme en attaque. Le ballon bouge beaucoup mieux. Et ça profite notamment à Paolo Banchero, à Desmond Bane notamment. Mais je trouve que le ballon bouge beaucoup aussi et que tout le monde est impliqué, à commencer par l'Allemand, pas Franz Wagner, Tristan da Silva, qui remplace son aîné de la meilleure des façons. Oui, tu parlais de Franz Wagner, j'en dis vite fait un mot parce que vous savez qu'il est blessé. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il revient, malheureusement. Franz Wagner, il est blessé pour plusieurs semaines. Il a joué seulement 28 matchs cette saison. Et son dernier match à ce bon vieux, vous vous souvenez, il a été blessé, il est revenu, il s'est reblessé, il est revenu, il a joué 2 petits matchs. Son dernier game, c'était contre Milwaukee. C'était le 11 février. Ça passe vite, ça fait déjà un mois qu'il est blessé, malheureusement, Franz Wagner. Mais ça en profite à d'autres. Bref, on y reviendra un petit peu plus tard. Il y avait un truc quand même qui était assez remarquable par rapport à l'année dernière, c'est que c'est l'équipe qui a décidé de courir un petit peu plus. Donc forcément, quand tu cours un peu plus, ton assise défensive est un peu... on peut dire qu'il y a quelques fissures par rapport à l'année dernière. L'année dernière, ils étaient à 96 de pace, ils sont à 99 cette année. Écoute, la différence est fou, ils étaient à 109 en attaque et en défense au rating. Cette année, ils sont à 115 en attaque, donc énorme progression, mais ils encaissent aussi 4 points de plus. Ils sont à 113 de rating. Bon. Donc ils se sont, disons-le, un peu gourés sur ce qu'ils ont voulu faire dans cette saison. Oui, et peut-être qu'ils se sont vus un petit peu trop beaux aussi, quelque part. Tu sais, c'est l'équipe surprise de l'année d'avant, et puis t'arrives, t'as plein de certitudes, peut-être un peu trop. Après, c'est une équipe qui est plutôt bien construite, moi je trouve. Il y a de la profondeur, voilà, clairement, t'as raison. Il y a de la vraie profondeur. Et puis même ce 5 majeur, je le trouve bien. Cette association Banchero, Wendell Carter Jr., ils peuvent switcher sur tout. Et c'est ce qu'on voit quelque part, c'est que les principes défensifs n'ont pas vraiment changé. Par contre, ce côté switch all, où tu peux changer du 1 jusqu'au 5, si tu mets de l'agressivité, combien de fois on a vu Banchero face à Cleveland
s'envoyer sur James Harden et l'obliger. Alors James Harden, il met des paniers parce que c'est James Harden, mais bonjour la difficulté des paniers. Wendell Carter, pareil. Donc quand tes grands comme ça peuvent switcher sur tout le monde, on voit que les petits font les efforts ensuite quand ils sont sur les grands. Et moi, je pense que les principes n'ont pas spécialement changé. L'attitude, par contre, défensive, il s'est certainement dit des choses dans les vestiaires. Et puis au bout d'un moment, quand tu as un de tes leaders qui baisse la tête, qui est pas bon, qui a des pourcentages minables et qui se remet d'abord à jouer pour le collectif et à retrouver un petit peu de sensation, ben ça emmène tout le monde avec lui. Absolument, on en parle donc, Erwan parlait de leader et de Paolo Banchero. On va s'arrêter un petit peu sur lui, puisque il n'a pas été All-Star, hein. Vous l'avez vu passer, bien sûr. Lui qui était en pleine progression, qu'on a vu être excellent aussi en play-off ces dernières années, un bag qui n'a cessé de progresser cette année. Ses stats sont en recul, hein. Il est passé de 25-9 l'année dernière à 22-3. Il prend un rebond de plus, il a 8,6 rebonds cette saison, il a 5 passes décisives, c'est à peu près sa moyenne en carrière. Et tu parlais des pourcentages, finalement c'est remonté, c'est ça qui est dingue, hein. Il est à 46% au tir au global sur 16 tirs, l'année dernière il était à 45% sur 19,8 tentatives. Donc en même temps, il y a Desmond Bane qui est arrivé, il fallait lui aussi le servir, et que à 30% à 3 points en revanche. Ça après ça n'a jamais été non mais bon, il peut en mettre, c'est un gars qui peut sur une saison peut faire un peu plus de 35, j'imagine, j'espère pour lui. Il l'a jamais fait pour l'instant. Il a 23 ans. Il a 23 ans. Ce qui est sûr, c'est que dans cette bonne phase que connaissent le Magic, il a clairement haussé son niveau de jeu. Sur la série de victoires, écoute, je te donne ses stats, là, regarde. Sur les 7 victoires d'affilée, il est quand même notre ami en 35 minutes de temps de jeu à 25,9 points, donc un peu comme l'année dernière. 9 rebonds, toujours ses 5 passes décisives, et surtout un pourcentage de 55%. Donc il a clairement augmenté son niveau et ses perfs. Après, il y a un truc chez Banchero qui est intéressant. Et sa bonne phase du mois de mars, elle me conforte dans mon idée, c'est que Banchero n'est pas un scoreur, qu'un scoreur. N'est pas un mec qui doit mettre des points pour être bon. Banchero, c'est un mec qui s'est créé pour lui, vrai talent d'attaque évidemment, mais qui s'est aussi beaucoup créé pour les autres. Quand il est drafté, on se souvient de sa première saison, sa seule saison à Duke, c'était quelque part aussi un playmaker, beaucoup utilisé comme ça. C'est un vrai mec avec un super dribble, poste 4, bon passeur. Et je crois que peut-être que l'année dernière, quand il commence sa saison où il met un match à 60, où après il se blesse, il revient, il fait une saison il est All-Star, il est quasiment à 26 points par match. Je pense que peut-être les attentes autour de lui, ou peut-être que lui-même s'est trompé un petit peu dans ce qu'il devait faire, à aller chercher des mecs qui aujourd'hui tournent autour des 30 pions en se disant mais moi j'appartiens à cette table-là. En fait, je pense pas. Je pense que c'est un mec qui peut tourner à 25 points par match, c'est sûr, mais si c'est pas le cas, il peut faire beaucoup d'autres choses. Et le problème sur cette saison, c'est pas qu'il tournait qu'à 22 points par match, c'est qu'il faisait moins de choses à côté. Il était très frustré par son manque d'adresse, très frustré par ses chiffres au scoring qui descendait, et on sait que les jeunes joueurs, mais ils regardent ça. Bien sûr. Mais tu vois, il faudrait qu'il s'inspire un petit peu de ce que peut faire Victor, ou qui est capable alors, pas les mêmes qualités, mais quand il marque 12-13 points, qui est capable quand même d'avoir un impact sur le jeu. Et c'est ce qui fait, comme par hasard, il remarque plus de points aussi. Alors, j'ai quelques commentaires, parce que c'est intéressant, on reste sur Banchero. Alors, Franz Wagner, sur les Injury Report, on dit qu'il reviendrait... c'est une cible, le 23 mars, donc dans une semaine pour Franz Wagner. J'ai vu un commentaire qui était intéressant, c'est Équivalence qui nous dit ça. Banchero heureux quand Wagner n'est pas là, et Wagner heureux quand Banchero n'est pas là. Il y a peut-être un indice. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Et il a complètement raison dans ce commentaire, c'est que quand je vois Tristan da Silva qui prend la place poste pour poste de Wagner, Tristan da Silva... Il n'a pas autant la balle que Wagner. La hiérarchie, elle est clairement établie. C'est un soldat. Voilà, c'est un soldat. C'est très, très bon soldat. Oui, c'est la famille. Mais soldat. Et donc, en fait, on peut se poser la question. Mais alors, du coup, j'ai l'impression de réouvrir le débat il y a 4 ans sur Jalen Brown et Jason Tatum. Mais en tout cas, on peut se la poser, cette question-là. Est-ce que les deux sont vraiment compatibles? Parce que tu as un poste 3-4 de 2m8. Tu as un autre poste 4,5 qui fait 2m8, qui a besoin d'avoir la balle. J'ai pas l'impression que les deux aient développé non plus un two-man game qui nous saute aux yeux. C'est pas grave, hein, Jalen Brown et John Tatum l'ont pas fait non plus. Mais du coup, ce qui nous saute aux yeux, c'est que quand l'un n'est pas là, l'autre va bien, et quand l'un n'est pas là, l'autre va bien aussi. Par contre... L'année dernière, en tout cas, c'était une réalité. Ouais, c'était une réalité. Par contre, quand Franz Wagner n'est pas là, la meilleure série de la saison... elle est maintenant pour le Magic. Donc, encore une fois, c'est pas une attaque sur un joueur, c'est plus une complémentarité d'équipe. Desmond Bane est arrivé, prend beaucoup de ballons. Et ils avaient besoin de ça, mais il joue beaucoup de ballons. Et dans cette espèce de hiérarchie qui est très dure à définir entre Bane, Wagner et Banchero, ils sont tous quasiment à 21, 22 points, 19 points par match. Est-ce que finalement, ça risque d'être problématique?
On verra. C'est une vraie question qui peut se poser, t'as raison. C'est une question qu'il faut se poser et les semaines qui vont arriver pour finir la saison régulière et potentiellement le premier tour de playoff va être un vrai révélateur. Il pourrait pousser le Magic à repenser peut-être son projet. C'est fou parce que tu vois là, tu parlais de Boston avec Jaylen Brown et avec Jason Tatum, qui est l'un des duos les plus victorieux des 10 dernières années, hein, disons-le clairement. Ils ont quand même joué avec Kyrie Irving qui est reparti. Alors, Isaiah Thomas, c'était un petit peu avant. Mais ce qui a fait leur force, c'est qu'à un moment donné, leurs arrières, les gars qui étaient autour, c'est des mecs qui étaient au service de ce collectif, au moins du duo. Donc Drew Holiday et Derek White sont des mecs qui vont se battre pour le collectif avant toute chose. En allant chercher Desmond Bane, qui est un scoreur avant tout, qui n'a absolument pas le profil des deux mecs que je viens de citer, il y aura peut-être à un moment donné une équipe qui ne sera pas faite pour que les deux performent l'un avec l'autre. Et donc, c'était une super question de dire, on s'est toujours posé la question pour Brown et pour Tatum. Alors déjà, ils ne sont pas à Boston. Ça joue énormément. Ils sont que à Orlando, malheureusement pour eux. Et derrière, il va falloir avoir la bonne idée pour mieux les entourer. Si le GM et si le coach, tant que Jamal Mosley est là, eh bien, croient en ce duo. Parce que le truc, c'est aussi de dire, bon, bah, moi, j'y crois pas. Et pour Franz Wagner, parce que j'imagine que c'est Banchero qui resterait si on devait, là, aujourd'hui, faire le choix, hein, bien sûr. Bon, bah, là, tu peux aller chercher monts et merveilles. Hein. Ça, c'est les joueurs qui ont une ultra cote. Exactement. Belle cote, en tout cas, de Franz Wagner. L'éclosion d'Anthony Black a montré quand même des choses. Là, il est blessé en ce moment, mais qui montrent des choses où tu te dis, ah, ok, peut-être que, et si jamais, en tout cas, moi, c'est un mec que j'ai envie de voir avec un petit peu plus de responsabilité. Ouais, c'est plus, lui, c'est un meneur arrière. Oui, mais dans le. Parce que Suggs a été un poste 2, maintenant il joue 1. Bon, voilà. C'est les mecs qui remplissent les tâches. Il y a des mecs sous contrat, rookies, qui sont en train d'exploser. Donc, et qu'est-ce que vaut Franz Wagner? Certainement beaucoup. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi et de quoi tu as besoin? Moi, l'association, en tout cas, à l'intérieur, entre Wendell Carter Jr. et Banchero, je la trouve très bien. Wendell Carter, c'est très bien ce qu'il fait vraiment. C'est vraiment le poste 5 qu'il te faut quand tu veux construire une équipe. Il ne demande pas beaucoup de ballons, il est capable de mettre des points, c'est un très bon défenseur, il switch surtout. Wendell Carter, pour moi, c'est donc, ils n'ont pas de vrais problèmes au poste 5, sachant que le backup, c'est Mo Wagner qui leur fait énormément de bien depuis qu'il est de retour. D'ailleurs, Bitadze, qui avait été plutôt bon l'année dernière. Troisième pivot, merci. Hier il est rentré 4 minutes. Ouais, merci, au revoir. Ouais. Donc moi, sur le poste 5, il n'y a pas de trop de trucs à bouger. Sur le poste 4, il y a Banchero, tu ne vas pas refaire venir une autre star sur le même poste que Franz Wagner. Sur le poste 2, tu as Desmond Bane. Donc sur le poste 1, peut-être aller chercher un meneur tip-top niveau. Même si on aime bien Suggs, on sait qu'ils ont ciblé des meneurs. Tu sais, c'était dans toutes les rumeurs que cette équipe allait chercher un meneur. Il y avait aussi Klay Thompson pour aller chercher du shooting. Et c'est Desmond Bane qui sont allés chercher pour très cher. Vous vous souvenez, avec beaucoup de choix de draft. Après, on sait que cet été, et peut-être que ça peut plaire aussi à Chuma Sizolo l'idée, on sait que cet été, Ja Morant va être sur le marché. Que Franz Wagner, j'imagine que tu as Maceo, tu lui proposes Franz Wagner sur du jeu de transition, sur de la course du talent. Il va prendre. Il n'y a plus Jared Jackson Jr., Ja Morant va se barrer, il va bien leur falloir un peu. Si je suis le Magic, je n'y vais pas par contre, je vous le dis. Non mais laisse-moi me positionner du côté de Memphis. D'accord, mais c'est un échange. Parce que pour lâcher Franz Wagner, ça veut dire que tu as vu la lumière. Si les Ja Morant c'est la lumière, j'espère que nos amis seront plus intelligents que ça. Quel top meneur tu vas avoir cet été disponible? Je sais pas, non mais moi je. Ja Morant va bien falloir qu'à un moment donné, il relève un nouveau challenge. Oui, Brooklyn, Sacramento, on connaît l'histoire. Il n'y a pas de souci avec ça, t'inquiète. Ils ont fini l'année. Revenons, tout à fait. Ils seront en concurrence l'année prochaine. Si Westbrook prolonge, ça va faire un beau trio. Revenons à Orlando, du coup, plutôt que de penser à Memphis. Revenons je pensais à un départ potentiel de Franz Wagner et pour qu'ils arrivent à un meneur. C'est ce que je dis. Restons sur Orlando et sur l'équipe actuelle de cette belle série, de cette victoire et du fait qu'ils se soient replacés. Je regardais un petit peu, tu sais, les stats par rapport à l'année dernière. Tu te souviens, il y avait un truc qui était assez criant l'année dernière, c'est que c'est une équipe qui ne provoquait aucune passe décisive, c'était la dernière de la ligue, et c'était une équipe qui était minable à 3 points. Il y a du mieux, mais c'est pas encore la panacée. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je récupère mes petites stats. Cette année, ils ont progressé à la passe décisive, puisqu'ils sont donc maintenant 13e, il y a 15%, ils ont augmenté 15% leur nombre de passes décisives par match. Donc c'est pas rien. C'est même plutôt bien. À 3 points, il y a toujours ce problème-là, clairement. Ils sont 23e équipe qui tente le plus de tirs à 3 points de toute la ligue, et ils sont 25e au pourcentage, 34,6%. Il est aussi là leur truc, c'est qu'ils ont progressé en attaque, sans aucun doute, et on sait maintenant qu'en play-off, évidemment qu'il faut jouer dur, évidemment qu'il faut défendre, mais les matchs, ils se gagnent aux équipes qui jouent le mieux au basket. Voilà, à un moment donné, et faut que ça vienne pas que de mecs qui font des tout seuls et qui shootent et machin. Il faut créer autre chose pour pouvoir passer. Donc moi je me pose la question là. Ils sont en train de se replacer. Peut-être qu'ils auront l'avantage du terrain, on en reparlera. Mais est-ce que tu as l'impression que leur progression sur les quelques dernières semaines vont leur permettre de faire mieux que l'année dernière en play-off et donc de passer un tour?
Je sais pas. Pour moi, le retour de Franz Wagner qui va de facto rentrer dans le 5 majeur et on va se retrouver peut-être avec les mêmes problèmes qu'on a pu voir sur la première moitié de saison. Et cette espèce d'entente qui ne fonctionne pas sur le terrain, en tout cas entre Banchero et Wagner. Je pense vraiment le retour de Wagner va être très très intéressant. Il n'empêche que ce qui se passe là avec la blessure de Wagner sur le côté, c'est pas rien. Je pense qu'il y a des postes où quelque part il y a des mecs qui sont plus dans des rôles de second couteau et ça équilibre tout le monde. On laisse un petit peu les gourmandises pour Desmond Bain et ça gêne pas. On laisse un petit peu beaucoup de création, quitte à ce que des fois ils perdent 1 ou 2 ballons à Banchero. Le problème c'est quand ils sont 3 comme ça, parce que c'est 3 jeux à risque un petit peu, l'équilibre est moins bon. Là, ils ont trouvé un parfait équilibre. Quand tu gagnes 7 matchs d'affilée et que ce soir tu joues, tu peux en prendre un 8e, je sais plus où exactement. Atlanta, je crois. Atlanta. C'est pas rien en fait quand tu gagnes 8 matchs d'affilée à ce moment-là de la saison. Donc le retour de Franz Wagner, je pense qu'ils iront en play-off. Le Magic, est-ce qu'ils vont passer un tour dans la conférence Est? Tout est possible. Ça dépend d'où ils sont, parce que là, ils sont 4-5 avec Cleveland en premier tour. Hein. Ouais, mais moi aujourd'hui, quand si on prend les résultats actuels, mais Cleveland, on fait pas une vidéo Cleveland. Mais Cleveland, on y reviendra bien sûr. On adore Donovan Mitchell. James Harden, bravo, t'es trop fort. Il joue avec une main cassée, c'est compliqué. Evan Mobley, il passe sa vie à s'échapper. Donovan Mitchell, dès qu'il met un panier, il se regarde pour voir si la goutte de sueur, elle a pas glissé sur son maillot. Il est carré, il est carré, mais il passe. Donc, moi aujourd'hui, entre Orlando et Cleveland, par exemple, je pense qu'Orlando passe. Ouais, ça se tient. En tout cas, les derniers résultats vont dans ce sens-là. Hein. Je vais pas te dire non. Bon, très bien. Revenons sur Orlando un petit peu parce que là, ce qu'on aime aussi dans cette belle série, c'est la profondeur. Erwan parlait de Tristan da Silva qui a gagné en galon quelque part. T'as parlé de Jalen Suggs, etc. On peut noter que Mo Wagner est revenu de ses croisés et fait une vraie bonne saison. T'en parlais tout à l'heure. On a Noah Penda qui a gagné ses minutes et sa place dans la rotation. Noah Penda cette saison. Notre petit Frenchie, il a 47 matchs joués de titulaire, presque 14 minutes de temps de jeu, à 4,5 points et 3,7 rebonds. On en parle un petit peu, il fait partie des hommes forts en fait de Jamal Moses cette saison. Il joue. Hein. L'avantage de Noah Penda, on le savait quand il arrive en NBA, c'est qu'il avait un QI supérieur à tous les joueurs de son âge. Donc en fait, quand il rentre, il est déjà born ready, comme on dit, physiquement. Il est costaud, il défend fort. Donc ça déjà, boum, tu prends des minutes. Et puis en attaque, il fait jamais n'importe quoi. Il progresse dans son tir à 3 points. Il met toujours la balle où il faut. Et puis il fait pas de conneries sur le terrain. Donc c'est quand même la base quand tu es un jeune joueur de je défends et en attaque, je fais pas de conneries. Et en plus, je suis un bon filou quand même en contre-attaque. Il arrive toujours à aller se trouver 2-3 lay-ups comme ça. Il est toujours bien placé dans le jeu sans ballon pour pareil se mettre des paniers faciles. Et il progresse dans son tir. Donc Noah Penda, c'est très bien. Et ça, et encore une fois, dans l'équilibre de cette équipe-là, des mecs qui ne demandent pas grand-chose, qui jouent juste, eh ben, pour l'instant, c'est ce qui fait le bénéfice de cette équipe du Magic. C'est tout bénéfice pour cette équipe du Magic et Noah qui nous régale, hein, qui est très présent aussi sur les réseaux et tout. Je m'en régale de voir nos petits Frenchies mis en avant. Il a tout compris, le gars. Je rêve d'un maillot du Magic. Le blanc là, il est extraordinaire. Blanc rayé, écrit Penda derrière, on l'encadrera direct. Noah, si tu nous entends. Ah ouais, s'il te plaît. Il est trop. Fais péter le merch. Fais péter un maillot. Fais péter le merch, on va lui envoyer un petit texto. Noah, pense à tes vieux potes là. Enfin, tes vieux potes. Plus vieux que potes, mais pas du tout potes parce que c'est un jeune et qu'on respecte. Mais il est hors de question que je le vous vois un jour. Voilà, c'est dit. Pourquoi tu veux le vous voyer? Je sais pas, tu sais, tu connais les vieux journalistes, le vieux journalisme. Alors, ils vous voient tout le monde. On est ces gens-là, nous? Absolument pas. Non, mais c'est ce que je dis, de toute façon, je peux pas vous voyer les mecs qui ont 20 ans de moi. On fait la bise à Vincent Collet, nous, on va pas vous voyer les mecs. J'aimerais bien voir ça. C'est pas vrai, Steph fait la bise. Mais ça fait donc on marche. Ouais. Le on marche après, parfois. Après, pour l'histoire, c'est que le GM du Mans. Le GM du Mans, quand Vincent Collet jouait au Mans, c'était le père de Steph. Donc en fait, Vincent connaît Steph depuis qu'il a 5 ans, 4 ans. Voilà. C'est pas le parrain pour rien, Vincent Collet, il les connaît tous, les petits gars. Tout à l'heure, je disais évidemment avec le sourire que Jalen Carter est excellent. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher Tyus Jones, on s'est dit que ça allait le faire et tout. Ça ne l'a absolument pas fait. Ils l'ont dégagé. Manu Militari, foup, bye bye Tyus, merci pour tout. 5h du matin. Allez, tu dégages. Oh mon Tyus, qu'est-ce qu'on disait pas? On va pas refaire le live. Si on va le refaire. À Memphis, on pensait que c'était le meilleur backup qui méritait une place de titulaire et Erwan a eu cette tech qui restera gravée dans le marbre de Sheffer Sim. Il aurait préféré que Tyus Jones arrive à New York plutôt que Jalen Brunson. Ça c'est une des trucs les plus drôles qu'on ait jamais fait quand même. Écoute, et jamais dit. Hein. On a laissé de la gomme comme ça sur le virage. Ah bah oui, quand tu parles tous les jours, tu peux dire des bêtises. Et là, celle-là, elle est fantastique. Elle est vilaine, celle-là. Tyus Jones, il s'est fait dégager le mec. Maintenant, il est à Dallas.
Et les meneurs de Dallas, ils puent vraiment la merde. Hein. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Bref, Jalen Carter, il amène de l'énergie, sa défense, son adresse. Il met des énormes tirs et ça se voit que les mecs, ils kiffent jouer avec lui. Ce gars-là, il a un truc, de toute façon, il est toujours apprécié quand il est dans une équipe. Mais encore une fois, c'est des mecs dans une équipe. Au bout d'un moment, si tu joues dans des équipes où les mecs, ils viennent. En fait, aujourd'hui, c'est un vrai vet. Javante Carter, c'est un vrai vet. C'est un mec, tu l'es là, il sait très bien qu'il trouvera du taf quoi qu'il arrive. Donc en fait, il amène vraiment quelque chose de plus à l'équipe. Il a rien à prouver. Il connaît ses limites, il sait ce qu'il peut apporter et il le fait. Et franchement, il défend le plomb. L'énergie qu'il évidemment, met, ils font des impasses de malade. Bah oui. Donc tous les close-out, les mecs, ils arrivent comme des fous. Fin de tir à 3 points, il met dedans. En plus, il a des moves, voilà. franchement, il me bluffe toujours. Bon, il a un flow dramatique, mais bon. Qu'est-ce que t'as contre les chauves? Rien. Chauve à barbe. Hein. Chauve à barbe. Chauve à barbe. Je te propose d'accueillir Simon qui nous a appelé pour parler du Orlando Magic. On va discuter un peu et puis après on va voir les cotes. Je vous ai mis un sondage, je vous le dis maintenant. Est-ce que le Magic va aller en finale de conf? Vous répondez tout de suite sur YouTube et sur Twitch et on va essayer de répondre à cette question avec notre ami Simon. Salut Simon. Salut les gars. Salut Simon. Petite forme Simon. Hein. Ouais. Petite voix Simon pour lundi soir. Hein. Comment? Tu nous appelles pour une peine de cœur ou pour le Orlando Magic? Ah non, pour le Orlando Magic. Voilà. J'ai les enfants qui dorment à côté, c'est pour ça. Alors, discret. je suis chuchoté. Tu nous appelles d'où Simon? De son salon. De Chambéry. De Chambéry. Très bien. Mais ça, on ne parle pas de hockey, nous. Pourquoi tu nous appelles? Attends, ils ont une équipe en Élite 2. Ah, première nouvelle. Avec Savoie-Maurienne. C'est l'ancien Ex-Maurienne. Et ça s'appelle comment maintenant? Ex-Maurienne, je crois. Oui, c'est toujours pareil. Je découvre qu'Ex-Maurienne, c'était à Chambéry, je savais pas du tout. Bah là, c'est à côté, c'est quoi? Simon, c'est quoi? Attends, parce que tu t'es déjà allé là-bas? Ah ben j'ai joué là-bas. Perdu. Bah, il habite là-bas, il va me dire. Coaché là-bas l'année dernière. Je sais bien. Ouais, je sais pas que c'était à Chambéry. Au fait, Aix c'est à côté de Chambé et l'époque de quand Erwan devait jouer là-bas en Pro B, c'était avec Bell, c'était paumé dans le fin fond de la montagne, je pense. Ça devait être ça. Incroyable salle. Mais vraiment dans la montagne? Dans la montagne, mon gars. C'est exceptionnel. Ça, c'est ma France, ça. Ouais, maintenant, on joue en départ là-bas. Ah ouais, oh là. Ah ouais. Presque. Belle salle pour le départ, hein. Et Ex-Maurienne, du coup, ils sont toujours en Ligue 2, non? Oui. Ouais, ok. Et ils jouent alors maintenant? À Chambéry. Ah d'accord, c'est à Chambéry. Ok. D'accord, j'ai compris. Ok. Alors Simon, l'avantage du Magic d'Orlando, joue dans une salle qui est à Orlando, donc tout est clair. Au moins. Oui. Bon, dis-nous ce que tu penses de cette belle série, là, les 7 victoires d'affilée, et le fait qu'ils se replacent à la 5e place de l'Est. C'est cool. Après, je pense que c'est un peu un arbre qui cache la forêt. Je suis à Orlando depuis pas mal d'années et je trouve que Jamal Mosley, il avait bien ressoudé le groupe, voilà, il est reparti sur un principe de défense, c'est cool. Mais là, je trouve qu'on arrive au bout d'un cycle où on voit, alors là, les matchs, pour le coup, je les regarde pas mal. Et Orlando, c'est un jeu qui n'est pas du tout fluide. On est tout le temps sur l'exploit de Bane, de l'exploit de Banchero, un match d'Anthony Black qui explose. Mais je trouve que cette équipe, pour moi, manque de fluidité. Et il faudrait un joueur qui est issu du jeu, qui sente le jeu, un Josh Giddey, enfin des gars comme ça, mais qu'on peut pas avoir parce que la masse salariale est déjà pleine à craquer. Et pour moi, le seul moyen d'avoir ce type de jeu qui nous permettrait d'aller loin, ça serait d'avoir un coach qui mette en place ce type de jeu, ce qui n'est pas Jamal Mosley. Simon, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est que dans tout ça, c'est que tu parles du manque de fluidité, tu parles de prendre un playmaker. J'aimerais que tu me parles, moi, de l'association entre Banchero et Wagner. On l'a cité un petit peu avant que tu nous appelles. Est-ce que toi, tu crois en ce duo? Je crois que j'y crois, parce que pour moi, si un bon coach arrive à mettre des bons game plans pour que les deux arrivent à pas se marcher dessus, ce qui est souvent le cas, hein. Enfin, les années précédentes, c'était souvent à toi, à moi, et puis ce qui était assez pratique et où ça s'est pas vu, où il y a eu de la chance, Mosley, c'est que les 3/4 du temps, ils étaient blessés. Quand l'un revenait, l'autre partait à l'infirmerie. Mais je pense que ça peut le faire. J'ai toujours l'espoir qu'ils deviennent les futurs Tatum et Brown, mais pour moi, faut changer la tête pensante de ça et repenser le jeu. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils prennent l'ancien coach de Memphis, Jenkins. Jenkins. Je fais un petit erratum. Je me suis complètement trompé. Tyus Jones, c'est tellement naze qu'il a été coupé
Après son passage à Charlotte, son transfert, il a été coupé, il est allé à Dallas pour 8 matchs. Maintenant, il est à Denver. Voilà, c'est la première preuve que tout le monde s'en fout. On peut continuer. Super. C'est important d'être précis. Mais du coup, là, tu tombes sur un coach où il n'y a pas vraiment de vrais meneurs aussi. Donc, justement, quand on veut de la fluidité, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas d'initiateur de jeu, mais quand on n'a pas, à toi de t'adapter et à toi, en tant que coach, de faire en sorte que ça se voit pas trop. Là, ça saute aux yeux. Mais regarde, on voit Ime Udoka à Houston qui a les mêmes problèmes, sans vrai meneur de jeu. Au bout d'un moment, les mecs, c'est pas des magiciens non plus, quoi. Alors oui, tu peux mettre beaucoup de mouvements, de jeux sans ballon, des écrans, mais c'est pas très NBA tout ça. Puis quand t'as des mecs comme Banchero, alors Ben, lui, il bénéficie de beaucoup d'écrans, mais quand t'as des mecs comme Banchero, au bout d'un moment, il faut leur filer de l'ISO, il faut leur filer de la création. Réfléchissez là, tu vois, une équipe comme ça, dites-nous dans le chat là, une équipe, peut-être pas sans meneur de jeu, mais sans réel créatif, même si Paolo Banchero est un créatif, mais sur les arrières, est-ce qu'une équipe a déjà passé des tours de playoff sans un vrai maestro? Parce que le problème, c'est pas tant le mouvement et le jeu d'attaque, c'est que dans les fins de match, quand tout est fermé, là que ça joue dur, il faut que la magie vienne des joueurs et plus individuellement que par le collectif. Orlando, ils ont 2 créateurs, t'as Banchero et t'as un peu Wagner, même si c'est beaucoup sur de la transition, mais Wagner... C'est des mecs qui peuvent pas mettre un tir à 3, donc au bout d'un moment, à très haut niveau. Les deux, même Wagner, Wagner en NBA. Même en NBA. C'est assez inégal, t'as raison, mais... Et puis ces 2 mecs, quelque part, qui ont les mêmes caractéristiques. On peut dire ce qu'on veut, Jalen Brown et Jason Tatum, il y a une différence entre eux. C'est vrai. Il y a une différence entre eux. T'as un mec qui est très fort sur pick and roll qui est Jason Tatum, ce que Banchero et Wagner ne sont pas. T'as un finisseur, un scoreur high level que n'est pas Banchero, que n'est pas Wagner, encore en tout cas pour les deux. Donc pour moi, les deux, il y avait, même si c'était un peu chacun son tour du côté de Boston, il y avait une complémentarité indirecte. Là, je trouve que les deux, ils sont sur le même profil, avec les mêmes qualités et ils ont besoin d'avoir les mêmes plays. Et ça c'est là où pour moi, j'ai peut-être un petit peu de mal de plus en plus à me projeter sur les deux ensemble, sachant que dès qu'un l'un n'est pas là, l'autre brille. Il y a quelqu'un qui dit, qui refait la comparaison avec Boston de 2024, qui dit, c'est Gabin, il dit pour moi, Boston 2024 champion n'avait pas de meneur créateur. Après ce que fait Jason Tatum... Non mais Jason Tatum, et quand t'as Derek White et Drew Holiday, les gars... Drew Holiday, ouais. Alors oui, c'est pas Kyrie, oui, c'est pas Luka, oui, c'est pas Steve Nash, mais les gars, c'est des tueurs de close-out. Donc oui, c'est vrai, t'as raison, il n'y a pas le meneur. Enfin, t'as quand même Drew Holiday qui a été meneur All-Star avec Philadelphie 10 ans plus tôt, qui était champion avec les Bucks. Champion en meneur titulaire avec les Bucks, et t'as Derek White qui est le complément parfait sur les lignes derrière. Le joueur, vous avez vu, à Orlando aujourd'hui, Derek White et Drew Holiday, je les vois pas. Non, c'est sûr. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette stat, aujourd'hui je l'ai vu passer, sur le plus-minus sur les 5 dernières années. Alors je crois que c'est les 5, peut-être un peu plus. Il y a évidemment Nikola Jokic qui a, je sais plus... plus 1300 points, c'est un truc comme ça. Le deuxième joueur le plus efficace quand il est sur le terrain, c'était Derek White sur les 5 ou 6 dernières années. Donc c'est bien la preuve que ça reste un meneur ultra créateur. Bon. On regarde vite fait les codes sur Winamax et Simon, tu vas pouvoir nous dire ce que tu espères de cette équipe en play-off. Ouais, et pour cette fin de saison. Regardons si Orlando sort de la conférence Est. C'est le sondage que je vous ai mis. Et regardez, ils sont très 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 loin. Boston est grand favori à 2,75. Cleveland est toujours deuxième à 4, même s'il y a un écart qui est en train de se créer. New York, Détroit qui perd des matchs et qui chute. Il y a 36 de codes de différence entre Cleveland et Orlando. Regarde, Philly 35, Miami et Orlando sont à 40. Apparemment, la Floride est dans les Landes. Ah ouais. Voilà, la Floride est dans les Landes. Bon, comme toujours, si vous voulez nous rejoindre sur Winamax, on fait ça piano et on écoute Erwan si vous voulez rejoindre l'aventure des paris sportifs, mais toujours en s'amusant avec Code FTD, bien sûr. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Alors revenons justement sur la place du Magic parmi les favoris de la conférence Est. Est-ce que ça te surprend, Simon, de les voir si bas ? Non. Parce que pour moi, en play-off, le problème d'Orlando, c'est qu'ils sont trop prévisibles. Ils peuvent te prendre des matchs comme ça, des matchs de saison régulière, tu les joues une fois de temps en temps. Sauf que sur une série en 7 matchs dans le meilleur des cas, tu vas pouvoir vite voir leurs forces et surtout leurs faiblesses et appuyer là où ça fait mal, quoi.
Après, je te dis, moi, cette conférence Est, particulièrement cette saison-là, 2025-2026, j'ai quand même l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Donc, par définition, même sur un premier tour de playoff. T'arrêtes pas de dire qu'il y aurait une surprise à l'Est. Est-ce que Orlando peut être la surprise à l'Est? Ou alors oui, mais est-ce que ça en serait une vraiment? On les attend en début de saison. Ils ont raté leur première partie de saison, mais ils ont toujours été quand même au-dessus des 50% de c'est quoi une surprise? C'est Atlanta qui passe ou quoi? Je sais pas, mais c'est quoi? À quel niveau tu estimes que c'est une surprise? Si Orlando va en finale NBA, on peut quand même dire que c'est une surprise. Ah bah oui, merci. Oui, voilà, c'est ça ma question. Ah oui, pas pour le premier tour. Je te parle des upsets de premier tour, moi. Non, mais on se projette là. Tu verras que sur les 4 dans le bracket de l'Est, sur les 4 premiers tours, il y en aura 3 qui seront indécis. Ça, on est entièrement d'accord. Hein. Si tu veux qu'on s'arrête vite fait sur la photo à l'instant T, là, donc je vous le disais, Orlando jouerait contre Cleveland avec les Cavs qui ont l'avantage du terrain. C'est pour le premier tour, là évidemment, où il y aurait plus équilibré, j'imagine, de cette conférence Est. Et si on s'arrête aujourd'hui, c'est Détroit, Philadelphie. Non, c'est une revanche de la dernière Magic Orlando au premier tour, il me semble. J'ai un doute. Cleveland Orlando l'année dernière. C'est à 4-1 dans de mémoire. Ils ont pris un match Orlando, non? Je crois que non, c'était Boston. Ouais, voilà, merci. 4-1 contre Boston. C'était Boston. Bon, pardon. C'est pas grave, c'est dans la conférence Est. New York, Toronto, ça ce serait lourd à voir en premier tour des playoffs. Boston, Miami, avec un BAM à 83 points par match sur la série. Et donc Détroit face à Philadelphie. Franchement, ce serait ultra indécis dans au moins la moitié des séries du premier tour. C'est ce que je te dis. Donc ça va dans ton sens carrément. Après, moi je te dis, t'as raison sur l'attaque. T'as raison sur l'attaque. Maintenant, au complet, ils ont quand même des talents. Quand Anthony Black va revenir, ils ont quand même des talents. Ou même si, collectivement, t'as raison, ils sont un peu prévisibles. Au bout d'un moment, quand des mecs qui sont forts balle en main, c'est souvent ce qui fait aussi des différences en playoff dans des money time. Après, défensivement, moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur cette défense-là. Ce qu'ils font, c'est très bien. Et quand tu as ces deux grands cons là, que sont Banchero et Wendell Carter Jr., qui sont capables de switcher surtout. Moi, quand je vois la défense sur James Harden, où on dit hey, on switch, et Wendell Carter et Banchero, vous restez en tête à tête avec Harden, tous les meneurs de la conférence Est, c'est pas James Harden. Hein. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et ça peut faire basculer aussi des rencontres. Sachant que cette année, Orlando court aussi un petit peu plus, donc à plus de contre-attaque, de jeu rapide, et que Bane, sur le jeu de transition aussi à 3 points, il est capable de mettre des tirs qu'il mettait pas la saison dernière. Donc je suis pas complètement de ton avis, Simon, sur le fait qu'Orlando en finale en play-off va arriver un petit peu de manière trop prévisible. Ah, effectivement, mais la défense sera toujours là. Et d'ailleurs, un nom qu'on cite plus d'ailleurs à Orlando, c'est Jonathan Isaac, qui est un super bon défenseur, mais là, il est totalement sorti de la rotation. Il s'est flingué le genou, je crois, il y a 3 matchs. Hein. Non, mais là, il était. Non, mais il est revenu, mais je l'ai vu se faire mal au genou. Oui, là, je pense qu'il peut plus jouer. Mais il s'est refait mal au genou, je crois. Hein. J'ai vu une action où il est là. De toute façon, Jonathan Isaac, il y a 2 caractéristiques. 3. Il est grand, il a une belle touffe et il a mal au genou. Voilà, ça, c'est les 3 trucs qu'on peut dire sur Jonathan Isaac, sur sa carrière. Entre le potentiel du mec et ce qu'il a fait, c'est. Bon, de toute façon, tous les corps ne sont pas faits pour être en NBA. Il y a d'autres mecs que tu veux citer là, tu vois, comme ça. Erwan parlait de Goga Bitadze qu'on voit pas cette saison, par exemple. Ouais, Goga Bitadze, pareil, enfin, le problème, c'est un super joueur. D'ailleurs, c'était assez rigolo de voir que quand Wendell Carter était blessé, au final, souvent, c'est lui qui rentre dans le 5 parce que Mosley préfère faire sortir Wagner du banc, excusez-moi. Et mais pareil, ça, pour moi, faut utiliser ces gars-là, Bitadze, Isaac, tout ça, pour vraiment à l'intersaison aller chercher un mec qui crée du jeu en sortie de banc. Alors je sais, j'ai pas de profil, mais Simon, t'es gourmand. Mais voilà quoi. Simon, et puis Anthony Black, pour moi, c'est savoir si Jonathan Isaac, ou pas, on lui met un chèque ou pas quoi. Simon, t'es gourmand. Bitadze et Jonathan Isaac, tu à part relancer la carrière de Stephen Brun, je vois pas qui tu peux avoir en échange. Si tu veux un vrai, et puis là, en plus tu veux un joueur. Un créateur, donc ça vaut cher. Faut taper dans le top 10 NBA. Donc en fait, c'est pas ces mecs-là qu'il faut envoyer. Non, alors, quand je parle d'un créateur, je parle pas forcément d'un meneur All-Star, de quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas le profil, mais dans l'idéal, à l'époque, l'équivalent d'un Ricky Rubio maintenant, un mec qui sente le jeu, qui. Hein. Tu sais que la dernière fois, quand on avait fait un jeu, il y a après, ils peuvent le relancer. Hein. Il peut faire être en Espagne. Pour sa santé mentale, vaut mieux qu'il reste chez lui tranquille, on l'embête plus. Mais la dernière fois, c'était il y a 1 ou 2 ans, on essayait de faire le tour des meneurs qu'on considère Ricky Rubio-esque, un peu créateur, playmaker. Il n'y en a plus en NBA, hein. Je vous dis la vérité, il n'y en a plus. Hein. Vas-y, réfléchissez là comme ça. Non, mais il n'y a plus de mecs comme ça. Il n'existe plus en NBA. Tu vois, là, je réfléchis. Tu vois, j'allais dire Josh Giddey. Pour moi, c'est pas du tout loup, mais
C'est le mec qui se rapproche de Ball, plus dans mon esprit, tu vois, d'un mec pass first pour 2026. Hein. Tir à 3 points aléatoires. Ouais, tu vois. Tu Lonzo vois quelqu'un Ball. qui dit, voilà, Josh Giddey, le mec des Bulls, il y a un mec qui dit ça. Et en fait, il n'existe plus ce profil. Même sur les deuxièmes meneurs, hein. Même sur les deuxièmes meneurs, c'est que des gars, Fumendi, on va dire, de Gabe Vincent à Javon Carter, à tous ces mecs-là qui. Celui de Miami, là, comme il défendent, s'appelle, là, qui a tirent. progressé dans le tir, là. Celui Qui de était à Miami. Sacramento, putain. Celui qui est à Davion Mitchell. Davion Mitchell. Tu vois, c'est des. Tu vois, c'est des. Voilà. Ouais, c'est ça. Des mecs qui sont là pour défendre, pour mettre des gros tirs, etc. Mais à qui on va pas demander d'être créateur. Non, c'est pas simple. Hein. Alors on nous dit Isaiah Collier, mais même moi j'ai du mal à comparer Isaiah Collier par exemple avec Ricky Rubio back in the days. Hein. Et surtout, qu'Isaiah Collier, jamais Utah, ils vont se dire quoi bah on peut non. avoir Bitadze et Jonathan Isaac. Sautons dessus. Mais si tu sautes dessus, c'est une mine. Hein, donc. Est-ce que. Alors, je vois un commentaire là qui nous vient de très loin. Est-ce que ce serait pas le moment pour Orlando de relancer Chris Paul? Non. Il sort de sa retraite. Ben non, c'est trop tard en tout cas. C'est trop tard. Ah, et sortir de sa retraite, Jojo l'a fait 2 fois. Donc, Oui, d'accord. Chris ok. Paul peut le faire une fois dans sa Oui, vie. mais Jojo, il avait pas 40 ans. Non, mais c'est vrai, toi, c'est ça vrai, aurait c'est été vrai. une bonne idée, peut-être en début d'année, ou même quand il s'est fait couper des Clippers, ça aurait pu être une bonne année pour finir la saison et pour voir un meneur de point de God, pour voir justement ce qu'il aurait pu apporter sur des séquences de 5-10 minutes. Mais on aurait pu voir en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Ils l'ont pas fait, donc là pour moi c'est trop tard. Trop tard. C'est une idée. Attends, c'est une idée, je la lis, tu m'engueules. J'y peux rien, moi. Ils ont préféré Tyus Jones, ok? Mais j'ai engueulé personne, mais Tyus Jones, il a ce Ah, mon profil-là, mais Tyus. là, putain, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien l'avoir en interview juste pour lui dire Tyus. Je pense que Tyus Jones, il a déçu plus de franchises NBA que moi j'ai déçu de meufs. Je sais pas comment Je je dois le regarde prendre. dans mon petit calepin. Je sais pas comment je dois le prendre, Simon, ce rire. Bon, attends, Simon, bon, ils vont C'est une jusqu'où bonne là? comparaison. Ils vont jusqu'où, nos gars du Magic là? Ça passe des tours? Vas-y, dis-nous, on se projette. Ils vont où? Ils finissent combien? Ils vont où? Premier tour, ça accroche soit Boston, soit New York, mais ça passe pas. Ça va être rude. Ils vont faire galérer une équipe au premier tour, mais ça passera pas. Combien de fois cette année on s'est projeté sur Charlotte il y a pas longtemps, qui est une équipe qui nous régale, et les prendre au premier tour de playoff, ça va pas être cadeau. On se souvient de Philly quand ils étaient au complet. On s'était dit, ouf, attention, C'est complet, longtemps, relou. Bon, Philly, maintenant, s'ils sortent du longtemps. play-in, on est content pour eux. Il y a tellement d'équipes, là, qui, cette année, on s'est dit, ah ouais, ils sont en place. En fait, il y a des blessés, il y a des méformes. Philly, là, en termes de blessés, avec Tyrese Maxey, qui est encore aussi pété, Paul George qui est suspendu, Embiid qui a disparu. Là, pour l'instant, ça va bien pour le Magic, mais je serais pas surpris. Mais après, moi, je vois une défense quand même. Je vois Banchero qui revient au top. Et puis, ils ont un vécu, mineur, de la saison dernière. Ils ont deux runs de playoff, hein, Voilà. vous souvenez-vous, tu faisais référence à Cleveland, c'était il y a 2 ans, Il y ils a avaient 2 fini en ans. 7. Ok. Voilà, donc l'année dernière, ils se font taper par Boston en 5. Mais j'ai envie que tu me dises, tu les imagines vraiment être capables de passer des tours et tout là, Parce que ils sont dans l'euphorie du moment, peut-être qu'on l'est aussi. Des tours, non. Un tour. Un tour. Même si c'est pourquoi pas. Cleveland, ça passe par exemple pour toi. Bah, Voilà. Cleveland, non, moi, mais c'est ce que tu disais. moi, tu sais ce que je pense de Cleveland, j'ai toujours de grands doutes. Alors, en talent, ils ont augmenté leur niveau avec James Harden. Par contre, En combativité. en combativité, et je le vois encore dans cette période-là, la lune de miel, elle a duré 3 matchs avec James Harden. Un peu plus. plus. Ça allait bien avant et ça a Mais continué en fait- et depuis en c'est fait, compliqué. C'est une équipe qui avait pas besoin qui avait besoin de dureté. D'être un peu bad boys. Alors le jeune Tyson, il amène ça, mais il est jeune pour incarner à lui-même ce côté bad boys. Jeune Tyson, ça me tue. Fin des années 80, il y a un boxeur poids lourd qui va tout arracher. Non, mais quoi. bon, bref, Jalen Tyson. Jalen Tyson. On aura l'occasion d'en reparler de Cleveland, mais je sens pas les dents qui rayent le parquet. Je sens pas l'œil du tigre, voilà. En tout cas, Max Strus est revenu, vous l'avez vu. Il Ouais. a mis. Quel beau shooter. En plus, maintenant, il y a un petit flow là de Ah ouais. mi-samouraï, prof d'escalade. Voilà. Ça dépend. Soit tu viens de Tokyo et t'es un samouraï, soit tu viens de Chambéry et t'es prof d'escalade. Exactement. No offense, Simon. Il est bon public, notre Simon, là. très bon public, Je vais pas Simon. rester avec nous toute la soirée, on fait des blagues et tu les notes. Ça, on a l'impression d'être marrant. Voilà, exactement. Bon, merci Simon de nous avoir appelé en tout cas. Ouais, merci les gars. Juste un truc, est-ce qu'on est d'accord, Orlando, ok, ils ont pas le plus beau jeu et tout ça, mais est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire par contre ils ont le plus beau maillot de la NBA cette année, franchement? Super refonte, bravo, l'Inspi 90. On aime. Ça, c'est la NBA de nos jours. Et on le Pas répète. tous leurs maillots, hein, mais leur maillot domicile extérieur simple, là, pouf, tu Attends, ris. c'est le match à. C'est où le match? Ils avaient un maillot gris. Ben, je crois que c'est contre Cleveland. Ouais. Horrible. Ouais, de toute façon, les maillots gris, ça devrait être Ouais, banni. Hein. horrible. Maillot gris et parquet gris, ça devrait être banni en NBA. Je comprends pas pourquoi Mais c'est en tout cas, oui, tellement pas l'un des télévisuel. plus beaux maillots NBA. D'ailleurs, Ouais. nous à Penda, on te le répète, on veut
Le numéro 14, comme ça, chut, le 14, blanc rayé. Il n'a pas le 14 Le numéro 93, mais presque. À 93. Ouais, après, à 79 près, t'étais bien. Hein. Non, oui, Pourquoi je dis 93 en plus. I don't know, bro. 14, pourquoi je dis I 14 don't know, bro. Rien à voir. 14, frère, le Calvados. Allez, on va faire le jeu des... Tu on me va faire le jeu rattrapes des comme numéros. Le 23 de Chicago. Bill Wellington. Allez, merci Simon de nous avoir Merci, appelé. Simon. Merci à toi. Salut les gars, bonne soirée. Ouais, merci à toi. Pour terminer, sachez que à ce sondage, Orlando, le Magic va-t-il aller en finale de conf? Vous avez dit non à 94%. Personne n'y croit. En finale de conf. Oui. Ah bah oui, pas déconner. Par contre, c'est un plébiscite pour dire non. le No run de way. playoff, les raisons de la défaite seront très intéressantes avec le retour de Wagner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire cet été? Moi, je crois pas à une fin de cycle. Par contre, je crois à un changement un peu de vision autour de Paolo Banchero. Voilà. Je regardais vite fait là pour terminer le salary cap. Vous savez qu'ils ont envoyé la caillasse. Mon gars, ils ont une masse salariale. Franz Wagner, je donne l'année prochaine, 2026-2027. Franz Wagner, 41 millions. Paolo Banchero, 41 millions. Desmond Bain, 39 millions. Jalen Suggs, 32 millions. Jonathan Isaac, il a encore 15 millions de contrats jusqu'en 2029. La dernière année n'est pas garantie, mais bon, c'est incroyable. Wendell Carter Jr. l'année prochaine, 18 millions. Bitadze sous contrat. Anthony Black, contrat rookie, 10 millions. Jet Howard, 7 millions. C'est vrai qu'on n'a pas parlé qu'il y a des fils d'eux, hein, Jays, Richardson, etc. Et comme ça, mon petit Noah Penda, 2 millions 100 l'année prochaine, Sartek. On voit un petit maillot quand même. Allez, voilà pour le Magic. Si vous êtes fan du Magic, si vous y croyez, si vous faites pas partie des haters qui ont voté tout à l'heure, vous nous dites ce que vous en pensez, qui sont les satisfactions, quelles sont les satisfactions de cette année pour le Magic d'Orlando.